c'est Estelle et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture plutôt conséquent. Hello again, how are you? Je n'ai pas lu exactement tout ça durant le mois de mars, mais quasiment. Premièrement, nous allons parler de Bride de Ali Hazelwood. On enchaînera ensuite avec The Fake Mate de Lana Ferguson, One Dark Window de Rachel Gillig, Forget Me Not de Julie Soto, On the Same Page de Hayley Cass, The Last Tale of the Flower Bride de Roshani Chokshi, Something Wild and Wonderful de Alita Kelly, One for My Enemy de Olivia Blake et enfin Part of Your World de Abby Jiménez. C'est parti, on va commencer avec la romantaisie qui était je pense celle la plus attendue de 2024. Elle est sortie et tout le monde l'a mangée. On part sur le premier roman paranormal de Ali Hazelwood qu'on connaît normalement très bien en romance nu adulte contemporaine. Elle s'est dit why not, je vais m'aventurer du côté des loups-garous et des vampires pour nous sortir cette petite pépite. Voilà, parce que c'était génial. C'est l'histoire de Misery. I am in misery. Et c'est la fille du chef des vampires. Elle a toujours vécu un petit peu hors de sa société et son père va la forcer à se marier avec Law, qui est l'alpha du clan loup-garou. Il faut savoir que dans ce monde, les vampires et les loups-garous, ils ne s'aiment pas. Le truc c'est que Misery, elle a perdu sa meilleure amie, elle est portée disparue depuis un petit moment et une de ses pistes c'est que cela a à voir avec un mec du clan des loups-garous et peut-être Law. Du coup, elle accepte ce mariage arrangé avec son petit plan en tête. Elle arrive dans cette maison remplie de loups-garous, il y a ceux qui vont absolument vouloir la tuer et il y a ceux qui vont absolument vouloir la protéger, notamment le fameux Law qui développe une espèce d'affection très particulière envers elle. On est donc sur un principe de mariage arrangé, mais je l'ai trouvé assez sympa. Il y en avait aucun qui était complètement en train de se rebeller, en train de dire non mais moi je veux pas Nalani, parce que ça souvent c'est un petit peu chiant parce que ça ne fait pas avancer l'intrigue, il y a juste de la résistance. Misery elle y est allée en se disant ok je dis oui et je fais l'agent double et je vais pister leur maison. Au début elle avait pas trop le droit de sortir des appartements réservés pour elle et j'ai bien aimé qu'elle ait respecté le truc. Il y a pas mal de livres où la meuf elle veut absolument tout faire pour faire chier tout le monde, absolument sortir, absolument s'enfuir et alors même si ça peut être une réaction un petit peu normale, moi ça me saoulait. Et là on sait tous qu'il y a une histoire de mate dans ce livre, on est dans du loup-garou avec un petit peu d'Omegaverse. Si jamais vous êtes à fond là-dedans, vous allez rigoler parce qu'il y a genre 2-3 petits trucs de Omegaverse, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ça peut être un petit peu surprenant. En n'aimant pas forcément le Omegaverse, j'ai pas forcément été hyper gênée. Il y a ce côté juste en mode t'es mon mate, tu m'appartiens et tout. Mais écoutez, ça peut être sympa à lire et puis moi pour moi ça correspond un petit peu au côté des loups-garous. Donc ça paraît un petit peu obvious quand tu commences le livre qu'il y a cette histoire là au milieu et Misery elle fait un petit peu la meuf débile qui capte pas qu'en fait voilà, c'est pas grave, en vrai moi ça m'a pas dérangé parce que le livre était tellement addictif et tellement rythmé. Vraiment gros coup de cœur sur Misery et il y a un de mes tropes que j'aime beaucoup aussi qui est le Grumpy. Misery c'est la Grumpy un peu froide, un petit peu sad et Law c'est le Grumpy mais parce que le mec a du mal à se contrôler du coup genre il fait un peu barrière et tout et franchement j'aime bien cette association, ça crée beaucoup de tension. Par contre la fin, là ça m'a dérangé que les gens soient très débiles. Monsieur Law nous a fait une Edward Cullen. Vraiment je pense que je vais lancer un projet contre ce discours. Je ne t'aime pas depuis le début, je prétends, je fais exprès pour tapater, taille-toi. Et la meuf, elle est en mode mais ok, genre what the fuck, il y a 2 jours on était en train de faire du love to love. Et tout ça parce que Truc l'a menacée et qu'il est en mode non mais je vais la protéger du coup, faut qu'elle aille loin de moi. Franchement ça me saoule parce que vous perdez un temps fou à faire ça et ça fait du drama non nécessaire. En plus de ça, la fameuse enquête avec la meilleure amie. Alors à la fin on a la réponse et franchement je n'ai pas compris. Ce livre marchait, c'était peut-être pas le truc le plus profond ou quoi que ce soit de la planète mais ça fonctionnait très bien tu vois et cette fin pour moi elle a un petit peu tout cassé, c'est pour ça que je ne lui ai donné que 4 étoiles alors que j'étais très bien partie pour l'adorer. Je me suis un petit peu baladée sur TikTok et j'ai lu qu'il fallait lire The Fake Mate si jamais tu avais fini Bride et que tu voulais quelque chose qui avait un petit peu les mêmes vibes. Donc comme j'étais faible et que en effet j'avais bien aimé les vibes de Bride et là on part dans un autre délire. Bride c'était le Omegaverse mais tranquillou, genre voilà des petits clins d'œil par-ci par-là. Là c'est Omegaverse rencontre les romances new adultes rom-com. Et c'était un petit peu perturbant puisque les 50 premiers % de ce livre se lisent comme un livre de Ali Hazelwood. Genre il n'y a pas tellement de références au Omegaverse quoi. Et moi j'étais à fond, genre les 50 premiers % j'étais là à me dire mais est-ce que c'est genre la meilleure romance de 2024 ou quoi. Sur la deuxième partie, là ça envoie tous ces bails de la meuf elle est en chaleur etc. Et du coup bah, ça tourne un petit peu dedans vraiment le côté Omegaverse et c'est là où je me suis un petit peu détachée du truc mais je rigole pas que les 50 premiers % sont genre le meilleur
meilleur truc que j'ai lu de 2024 en termes de romance. On s'embarque dans du fake dating. Mackenzie est une oméga, donc un werewolf, et elle est aussi chirurgienne, hein, donc il faut savoir que ce truc se passe à l'hôpital. Sa grand-mère, elle est tout le temps en train de lui demander alors, est-ce que tu t'es trouvé un alpha? Non, puis au bout d'un moment, elle panique, elle dit bon ok mamie, j'ai trouvé mon alpha, il s'appelle Noah. Et en fait c'est un petit peu son crush à l'hôpital, c'est genre le top chirurgien. Le truc c'est que Noah en fait c'est vraiment un alpha et elle ne le savait pas. Il le cache en prenant des suppressants d'hormones ou je ne sais quoi, parce que c'est très mal vu d'être un alpha sans oméga, parce que tu es censé être beaucoup plus incontrôlable. Le chef de l'hôpital l'apprend. En fait je n'ai pas envie d'avoir un alpha qui n'a pas de mate dans mon service hospitalier. Ils vont trouver un arrangement comme ça. Elle c'est pour mytho sa grand-mère et lui c'est pour dire ah non mais c'est bon j'ai un mate. C'était un fake dating qui était très bien amené, puisque on n'a pas ce truc de il ne faut pas qu'on se parle quand il y a personne parce que genre ça sert à rien, c'est 100% pour du fake. Vous voyez ce genre de règles hyper cadrées. Là en fait ils s'en foutaient un peu parce que ils ont appris à se connaître, ils ont fait 2-3 dates qui étaient plutôt cute et en fait ils étaient amis et du coup naturellement ça a progressé vers autre chose. Et évidemment ce qui devait arriver arrive. Notre Mackenzie part en chaleur. Alors ça, moi je suis au courant parce que j'ai lu un livre d'Omegaverse, mais c'est un délire, hein. Et du coup la deuxième partie est essentiellement composée de cul quoi. Personnellement j'en ai lu quelques-unes et après ça m'a un petit peu saoulée, donc j'ai passé. Si vous aimez ces vibes là, il y en a beaucoup. Et là on part aussi dans un bail où il y a un mec qui va menacer le fucking Noah de tuer Mackenzie. Et Noah qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Mackenzie mais non mais je ne t'aime pas, va-t'en et tout. Et Mackenzie là mais... littéralement hier soir tu m'as dit que tu étais amoureux de moi. Qu'est passo? Et elle capte qu'il y a ce mec là qui le menace. Pourquoi c'est toujours les meufs qui sont intelligentes? Les mecs, dites-le. Et puis évidemment, ils ont mytho qu'ils étaient fake mate, mais en fait, ils étaient vraiment mate. Très sympa. Pour le côté romance, pour le côté un petit peu loup-garou, la deuxième moitié part un petit peu en live, mais franchement, le premier bout est sensationnel. Mais public averti parce que because werewolf loup-garou. Ensuite, je suis partie me faire une fantaisie qui m'avait fait de l'œil sur Insta. One Dark Window. Ce livre est en train de percer. Je crois qu'il commence à avoir bien 2 ans. J'avais un petit peu attiré le côté un peu gothique, dark fantasy et tout. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit waouh. Est-ce que t'es en train de me dire que c'est la petite sœur de Beyond the Black Door que j'avais adoré il y a 2 ans? Eh bien oui. Donc ça prévoyait d'être génial et le début est très sympa. Ça commence très fort, mais sur la fin j'ai un petit peu perdu mon intérêt, ce qui fait que ma note finale est de 3,5 sur 5. Ensuite l'histoire de Elsbeth. Alors quelqu'un m'explique pourquoi tout le monde dit Elsbeth alors qu'il y a un fucking P. Tout le monde l'appelle Beth, donc écoutez ce sera Beth, qui a dégénéré quand elle était petite. Ce qui se passe dans ce monde c'est qu'il y a de la magie, mais quand tu es atteint de magie c'est un petit peu un poison et du coup dès que les enfants en sont atteints ils les tuent parce que ensuite ils peuvent devenir dangereux. La femme de chambre de Elsbeth l'a cachée pour ne pas qu'elle soit tuée et 2 jours plus tard elle allait très bien et du coup c'est resté un tabou de qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce que oui ou non elle a de la magie maintenant. Et pour le reste du monde la magie est sous forme de cartes de tarot, il y en a 12 en tout et le but du roi c'est de récupérer les 12 cartes afin d'avoir accès aux 12 pouvoirs. Le truc c'est que Elsbeth, sa magie qu'elle a récupérée suite à sa dégénérescence, c'est qu'elle peut aspirer le pouvoir des cartes et plus que le pouvoir elle aspire en fait tout ce qu'il y a dans la carte. Et elle a eu le malheur quand elle était petite de toucher la carte du Nightmare et en fait elle a chopé quelqu'un, le Nightmare sûrement, et du coup il y a quelqu'un dans sa tête qui lui parle, une entité maléfique. J'adore. Le gars dans la tête, ce n'est pas le love interest, ce n'est pas quelqu'un de BG, non, c'est juste une voix dans sa tête qui lui dit des trucs un petit peu dark, mais qui peut prendre le contrôle de son corps lorsqu'elle est dans des situations un petit peu tendues. Le truc c'est que le roi il est pas très gentil, du coup il y a un groupe de gens qui secrètement cherchent aussi les 12 cartes pour les récupérer avant le roi. Et un peu par hasard, Elspeth va se retrouver parmi eux et ils vont l'utiliser pour qu'elle trouve les cartes. Elle cache à tout le monde le fait qu'il y a quelqu'un dans sa tête. Ça commence à devenir de plus en plus compliqué puisque il prend de plus en plus de place. Elle apprend qu'en fait il va finir par prendre le contrôle de son corps. Donc elle est un petit peu en stress et elle ne sait pas quoi faire. C'est un petit peu long pour se mettre dedans parce qu'au début t'as vachement de world building, on t'explique elle, son passé, le moment où elle a dégénéré quand elle était petite, etc. Le roi, les cartes, tout. Et à partir du moment où elle entre en fait dans cette espèce de société secrète, là ça s'accélère et ils partent à la recherche de toutes les cartes. On a une petite romance qui émerge mais c'est vraiment du secondaire et surtout j'ai trouvé que elle n'avait pas été exploitée
puisqu'ils partent dans un bail de fake dating qui n'est pas nécessaire. Mais en plus, comme il n'est pas nécessaire, en fait, ils ne fake date jamais. Peut-être il faut qu'elle fasse la cour à quelqu'un et du coup elle se retrouve à faire style qu'elle fait la cour au chef du mec du clan secret. Une fois ils marchent dans les couloirs, ils sont en mode on devrait peut-être se tenir la main, non, parce qu'il faut faire semblant qu'on se fait la cour. Ah oui d'accord, on se tient la main. Mais ça n'a eu aucun impact. Moi j'aurais enlevé ce fake dating qui ne sert à rien et j'aurais fait plutôt un bail de il est complètement in love de elle parce qu'elle est hyper mystérieuse, vu qu'il a besoin d'elle, ça se mélange un petit peu avec son affection, que elle, bah, c'est le premier mec qui est gentil avec elle, du coup bah, elle aussi elle sait pas trop. En plus de ça ils nous foutent une scène d'amour à la fin qui n'est pas détaillée. Encore une fois j'ai trouvé que ce n'était pas cohérent, genre ils sont littéralement en train tous de perdre la vie là et ils nous foutent ça à la fin. I don't know, je n'aurais pas géré les choses de cette façon. J'aurais fait durer le truc et j'aurais rendu en fait leurs interactions plus fortes parce que là en l'espace de genre 3 chapitres ils se sont embrassés, ils ont couché ensemble. Non, il faut que tu espaces les étapes, tu vois, fais-nous espérer. La romance n'est pas non plus si importante, mais que comme j'aime bien ça je vous en parle. Le truc je pense qui a desservi, c'est que le world building était un peu confusing dans le sens les cartes, le roi qui veut récupérer les cartes, il y avait des histoires de flashbacks et tout, et à un moment donné j'ai un petit peu décroché. Ça devient assez répétitif de il faut qu'on aille chercher les cartes. Le truc qui a fait en fait que j'ai continué à lire, c'était vraiment cette histoire de dégénérescence. À tout moment c'était plus elle dans son corps, c'était l'autre gars. Un stress de ouf parce que de temps en temps quand elle était en galère elle faisait appel à lui pour qu'il se batte à sa place et en fait ses yeux changent de couleur et quelquefois les autres l'ont vu, notamment son petit fake monsieur. Et du coup elle m'a dit non mais si, mais en fait c'est moi. Il y a certaines situations qui ont mal été exploitées ou du moins moi j'aurais exploité ça d'une autre manière, mais l'idée de base est très bonne et je veux lire le tome 2, c'est juste que je suis très mauvaise à lire des sagas. Et pour finir je dirais que je crois qu'on a un changement de love interest qui va se passer dans le tome 2 puisqu'il y a un mec qui était là un peu tout du long, un petit peu en retrait et plutôt sympa aussi, et je soupçonne que ce mec là va devenir l'amoureux de Elspeth dans le tome 2 et que le mec actuel va nous faire un Adam bis. Je suis ensuite partie lire une romance qui m'avait fait de l'œil, Forget Me Not de Julie Soto. On entre là dans tous les livres que j'ai lus durant mon dernier vlog et franchement les gars, ouais vous avez pas menti, c'est une des best romances. Je vais pas donner 5 étoiles puisque ça n'a pas été le coup de cœur, ça n'a pas résonné en moi, mais en termes d'intrigue de romance, pépite, génial, 20 sur 20. On suit l'histoire de Ama qui est wedding planner. Elle s'est séparée récemment de sa grande entreprise et elle est devenue freelance et elle gère, c'est la girl boss. Elle va préparer un des plus grands mariages de l'année qui est celui de 2 influenceuses très connues, donc c'est beaucoup de stress. Le truc c'est que les 2 influenceuses elles vont choisir un fleuriste qui est lui aussi très reconnu. C'est un mec avec qui elle a une lourde histoire puisque alors qu'elle travaillait chez l'ancienne entreprise, ils avaient un petit peu fricoté lors de plusieurs mariages mais ça s'était mal fini. 2-3 ans plus tard, elle va devoir le revoir et elle a très peur. Il y a plein d'aspects dans cette histoire qui l'ont rendue intéressante. De 1, le côté mariage. Ce n'est pas du tout cringy. On le voit au travers du business, elle réfléchit, ok il faut que je prenne tant de fleurs, tant de chaises. Si jamais vous êtes un peu une control freak comme moi, c'est très satisfaisant à lire parce que la meuf elle est là, elle réfléchit à chaque détail de la cérémonie. Ça, on a un côté famille, bagage émotionnel qui est très intéressant puisque la raison pour laquelle elle est devenue wedding planeuse, c'est parce que sa mère ne fait que de se divorcer, de se marier, se divorcer, de se marier. Ama se retrouve à organiser tous ses mariages et ça lui a un peu créé ces croyances limitantes que en fait les mariages ça ne dure pas. Notamment elle a pas confiance en l'amour. Et de l'autre côté nous avons Elliot. Elliot qui est le grumpy mais Julie elle sait faire le grumpy sunshine et encore Ama c'est pas vraiment sunshine, c'est grumpy businesswoman. Il ne parle pas beaucoup, il a toujours ce petit rictus comme ça là et quand il dit une phrase à 3 ans ils ont commencé à être un peu sex friends. Le truc c'est que Elliot il est complètement tombé sous le charme de Ama, mais Ama lui avait bien dit on s'amuse et sache que il y aura jamais de sérieux avec moi et surtout me demande même pas pour le mariage quoi. Il lui a dit hein, sur le feu de l'action je t'aime et lui ok viens on se marie et elle a fait mais what mais non, et en fait ça l'a un peu mis face à ses propres insécurités. Ils se sont plus jamais reparlé et quand ils se retrouvent Elliot est toujours complètement in love de elle et elle est un petit peu in love de lui, mais comme elle a peur de l'engagement et des relations à cause de sa mère, et qu'à partir du moment où le mot couple sera prononcé ce sera la fin puisque elle associe le mot couple à on va se séparer. Donc très intéressant en fait tout ce travail de la peur de l'engagement, c'est pas juste pour faire chier en fait, non c'est que t'as des traumas en fait. Et ajouté à ça on a tout le drama autour du mariage des 2 influenceuses.
l'ancienne entreprise de Ama va capter qu'elle a chopé le best mariage et du coup ils vont essayer de la saboter. Au début du livre, quand tu lis les premières pages, dans ta tête, forcément tu te dis il y a tel enjeu, je veux voir ça et ça. Et tu vois tout. Et c'est là où je dis bravo Julie, parce que c'est pas tous les livres qui remplissent leur contrat. Elle stresse à propos du mariage. Laisse-moi te dire que quand la scène du mariage arrive, t'es comme ça et évidemment il y a une énorme merde. Mais c'est exactement ce que tu voulais. Si jamais le mariage se passe parfaitement, non c'est nul. Tu sais qu'il y a une meuf hyper jalouse dans l'autre entreprise, elle va s'en prendre plein la gueule. Et bien évidemment, tu veux la réconciliation entre Elliot et Ama, tu l'as. Donc voilà, ça c'est une romance qui a compris. Et vous voyez, c'est ce genre de point que les gens ils disent oh là là mais c'est tellement prévisible, on savait qu'il allait se passer ça. Mais moi je le vois dans l'autre sens, je vois plutôt que si jamais c'est prévisible, ça veut dire que le lecteur attend ça. Et que si le lecteur attend ça, c'est que tu dois lui donner. Et là, il nous donne tout, on n'est pas sur notre fin. Et je terminerai avec le moment le plus glorieux de ce livre, qui est le mariage, où Elliot nous fait une performance d'homme capable. Il a tout géré de A à Z. Il a écouté Ama, il a été parfait assistant, il a tout fait parfait. Et il lui a dit ne t'inquiète pas, je gère tout. Et il a raccroché. Dans ma propre vie, je n'ai confiance, je pense, en personne pour faire ça. Et là, elle lui fait confiance, mais parce qu'elle a pas le choix. Et en effet, il gère tout. Homme capable, en fait. Il n'y a rien de plus sexy. Bravo, j'ai beaucoup appris par rapport aux fleurs. Et j'ai surtout appris que Forget Me Not, ce sont des fleurs. Et en termes de romance et de scènes un peu spicy, il y en a quelques-unes, elles sont très sympas. C'est toujours très fun, très moderne et surtout toujours très respectueux. Merci beaucoup. Parlons maintenant d'une autre romance qui a fait battre mon cœur et qui m'a trop plu. On the Same Page de Ellie Cass. Ce livre est tellement pas connu. Si je l'ai vu sur la chaîne de Chandler et elle en a parlé avec tellement d'engouement. On va suivre l'histoire de deux meilleures amies, Riley et Gianna. Elles se sont rencontrées lorsqu'elles étaient à l'université puisqu'elles étaient roommates. Ce sont vraiment deux opposés. Riley, c'est la meuf qui est très posée dans sa vie. Elle a pas forcément 25 000 amis, elle sort pas beaucoup. Gianna par contre, c'est une fille dont la famille est très riche, qui fait plein de trucs, qui s'habille de manière très exubérante, mais qui en fait se cache un petit peu derrière tout cet argent et tous ses sorties. La famille en fait ils s'en foutent un petit peu d'elle. Et surtout Gianna est amoureuse de Riley depuis des années. Le livre débute sur un flashback de elle à l'université qui est très osé. C'est Gianna qui demande à Riley si jamais elle peut faire une soirée dans leur appartement et Riley lui dit non parce que je n'aime pas tes potes, je les trouve très irrespectueuses. D'ailleurs je trouve que toi aussi quand tu es avec ces filles là tu deviens une autre personne que je n'apprécie pas, donc je ne veux pas qu'elles viennent chez moi parce que ça va être le bordel et je n'ai pas envie de vivre ça. Alright, Boundary Queen. La première scène, elle se prend tout ça dans la gueule, Gianna. Donc toi au début t'es un peu en mode ok Riley la meuf elle arrive, elle casse tout quoi, mais finalement tu te rends compte que c'est vrai et que c'est grâce à cette discussion que Gianna s'est rendu compte à quel point ses amis n'étaient pas ses vrais amis, qu'elle essayait en fait de se fondre dans un moule qui n'était pas du tout elle-même et que Riley en fait c'était la seule qui avait toujours été là pour elle, avec qui elle avait tout avoué, à qui elle a fait son coming out alors que toutes les autres en fait elle en a jamais parlé quoi. Le passé du coup Gianna est complètement perdue, elle sait pas ce qu'elle fait et Riley c'est elle qui va lui apporter de la stabilité et du soutien, mais dans le présent c'est l'inverse. Riley se retrouve être complètement perdue et Gianna elle est devenue influenceuse sur les réseaux, elle est très heureuse et elle va se retrouver à elle en fait apporter son soutien à Riley. Je suis partie dans cette explication pour vous montrer que de 1 on a un vrai travail sur la progression de ces deux filles et leur background et de 2 pour vous montrer ouais que c'est un livre qui est vachement focus sur les personnages parce que le pitch de base ce n'est pas ça. Le pitch de base c'est que Riley dit à Gianna écoute je me trouve un petit peu coincée dans ma vie. Gianna lui dit ok et ben viens à ma soirée où j'offre des cadeaux à tout le monde, ça te sort un petit peu de ton trou. Et quand Riley ouvre le cadeau elle est plutôt surprise puisque ce sont des sextoys avec une petite carte qui dit voilà de nouvelles choses à essayer ensemble, gros bisous Gianna. Et du coup Riley est complètement choquée, pourquoi est-ce que Gianna lui proposerait ça? En même temps Riley elle se dit mais attends mais peut-être qu'en fait que c'est ça la solution à tout, pourquoi tu m'as offert ça, je comprends pas, je suis un petit peu choquée. Et Gianna répond t'inquiète pas je suis ta meilleure amie, je suis la meilleure personne justement pour faire ça avec toi. Et vous l'avez peut-être compris en fait Gianna s'est trompée.
Il y a un quiproquo énorme entre les deux et en fait ça va même jusqu'au moment où quand Riley arrive, va dans sa chambre et lui dit ok ben c'est parti et commence à l'embrasser, Gianna frise complètement et la repousse. Elle se rend compte que le cadeau n'était pas le bon mais du coup ça pose plein de questions. Gianna a dit à Riley mais attends mais tu étais prête à m'embrasser, enfin comment tu as pu penser que je peux te proposer ça? Et Riley dit ben je sais pas moi. En fait Riley ça a fait naître quelque chose en elle, le regard simplement qui change sur sa meilleure amie. Elle va dire à Gianna mais je crois qu'en fait je suis sérieuse, que j'ai bien envie de tenter quelque chose. Le truc c'est que Gianna, elle est amoureuse de Riley depuis toutes ces années, du coup elle craque et elle dit oui. Mais le problème c'est qu'on sait très bien que lorsqu'on a ce genre de déséquilibre comme ça dans les sentiments, problème. Ce livre c'est basé sur la découverte de l'autre, la découverte de soi. Au début elles embarquent un peu dans un truc de sex friends un peu bizarre, mais en fait Riley commence à choper des sentiments. Pour Gianna ça va devenir un petit peu trop et elles vont finir par avoir cette fameuse discussion où Gianna va lui avouer mais en fait moi je ne peux pas faire ce genre de truc avec toi puisque je t'aime trop pour ça. Et Riley lui dit mais tu ne me l'as jamais dit. Et là Gianna a une réponse que je trouvais tellement belle, c'est qu'elle lui dit mais pour moi c'était pas possible donc j'ai préféré ne rien dire et garder ma meilleure amie pendant toutes ces années plutôt que tout casser entre nous. Elles ont tellement appris à se connaître sans qu'il y ait quoi que ce soit entre elles. Elles ont un vrai lien avant d'avoir une attirance l'une envers l'autre. Vraiment l'évolution de leur relation, j'ai trouvé qu'elle était tellement bien faite. Et il y a un personnage secondaire dans ce livre que en gros, Riley a une meilleure amie qui s'appelle Ellie, qui est neurodivergente, et Riley en fait se sent très protectrice, mais sans l'infantiliser. Ah là là, Ellie, franchement, je te trouve sensationnelle. Toutes les scènes qui auraient pu être mal tournées, elle les a tournées dans le bon sens, ce qui fait que c'était mais 100% clean par rapport à ça. Et par contre, un point qui m'a posé des questions, Gianna devient super populaire, un compte TikTok, un compte Insta, un compte YouTube, et Riley fait le choix conscient de ne regarder aucun contenu de Gianna, de pas s'abonner. Elle trouve que la personnalité qu'elle donne sur les réseaux, ce n'est pas elle et que ça lui fait trop bizarre et qu'elle n'aime pas ça. Et je comprends qu'elle est en mode ok c'est sa fake personnalité. Pour moi c'était un petit peu méprisant ce que tu fais entre guillemets, pas que ça n'a pas de valeur mais en tout cas ça n'a pas assez de valeur pour que moi je regarde. À un moment donné il y a des gens qui vont dire mais tu regardes pas les vidéos de Gianna parce qu'elle parle tout le temps de toi. Ben non en fait, il y a toute une partie de la vie de ma copine que j'aime que je ne connais pas et que je ne veux pas voir. Tu peux ne pas aimer ou être dans le même délire mais de là à complètement ne pas soutenir, ben en fait il y a tellement de choses dont moi je suis fière que je fais là-dedans. Ça me fait bizarre que tu me dises que tu veuilles pas regarder comme si c'était un truc honteux, alors que non c'est pas honteux, c'est juste que ouais elle est influenceuse et c'est son métier. Enfin même si elle met en avant une facette de sa personnalité qui n'est pas sa vraie personnalité, c'est quand même son métier et dans tous les cas genre moi au travail je ne suis pas là moi avec vous voyez, c'est un truc qu'on fait partout. Et bref moi ça m'a posé des questions. Clairement j'ai adoré ce livre, je lui ai donné 4 étoiles parce que pareil, pas eu le coup de cœur même si franchement j'ai failli pleurer à plusieurs moments. Et là les amis, j'ai lu mon livre préféré de cette vidéo, The Last Tale of the Flower Bride de Roshani Chokshi. Oui, tout ce que vous avez entendu sur ce livre et toute la hype et toute la grandeur, oui c'est vrai, oui c'est complètement what the fuck mais c'est sensationnel et surtout t'es mal à la taille du livre. À quel moment ce tout petit truc a pu être si impactant? Je l'ai lu il y a 2 semaines maintenant, mais dès que j'en parle, j'ai l'impression que je l'aime encore plus et il est en train de monter. Je suis amoureuse de cette histoire les gars et il faut absolument que je vous en parle puisqu'elle a été traduite et elle est sortie en français, donc vous n'avez aucune excuse. Indigo et Azur, ce sont 2 jeunes filles très particulières puisqu'elles sont persuadées d'avoir de la magie. Elles ont l'impression qu'elles sont des faées qui ont été rejetées du monde magique et du coup elles doivent tout faire pour se montrer légitimes, d'avoir une place et de retourner dans le monde magique. Et elles vont faire tout plein de rituels, elles vont aller chercher des choses dans le jardin, elles vont écouter le vent, faire plein de trucs, se considérer même elles-mêmes comme des fées alors qu'elles ne le sont pas. Elles vont à l'école, elles rencontrent des garçons et en fait au fur et à mesure qu'elles grandissent, ça part de plus en plus loin et elles commencent à faire des choses qui deviennent dangereuses. Notamment elles vont sous l'eau pour retenir leur respiration parce qu'elles pensent que voilà elles peuvent respirer sous l'eau et elles manquent de se noyer. Elles commencent à faire des sacrifices, à se couper les cheveux, à des trucs comme ça. Elles sont tellement dans cette ambiance magique que tu as l'impression que c'est vrai et tu as l'impression qu'elles sont magiques. Tu as le doute tout au long du livre. Des petits trucs qui sont pas non plus super nets. Indigo, qui est celle qui contrôle tout ça, va dire à Azur ok, le dernier sacrifice ce sera à nos 18 ans, il faut que je te tue. Et là Azur est en mode ok, peut-être un petit peu hard. J'aime Indigo de tout mon cœur, leur relation c'est une espèce de codépendance, c'est à dire que Indigo manipule en fait Azur depuis le début et tu sais pas si
si elle-même elle croit à sa magie ou si elle aime juste en fait ce sentiment de domination qu'elle arrive à exercer. Et tout ça, ce sont des flashbacks. Et dans le présent, tu suis le point de vue d'un mec qui est passionné par la mythologie. Il est notamment fasciné par un manoir qui s'appelle la Maison des Rêves, qui est la maison dans laquelle a grandi Indigo. Il va réussir à entrer en contact avec elle et ils vont entamer une relation où lui, il n'est pas non plus hyper serein puisque sa femme est assez étrange. Sa femme dit des choses bizarres, elle paraît un petit peu magique et surtout elle paraît être immortelle, et en même temps elle lui dit de ne pas fouiller ses placards, de ne pas poser de questions sur son passé, de ne pas lui demander quoi que ce soit et de juste lui faire confiance. Si au début il accepte, au fur et à mesure il se passe un peu des trucs bizarres, notamment alors qu'il va retourner dans cette fameuse maison avec elle et il commence à se demander si jamais sa femme n'est pas complètement soit une psychopathe ou alors complètement folle ou alors une meurtrière, puisqu'il va retrouver pas mal d'indices de l'existence de Azur, sauf que Azur n'est plus là. Et on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Je ne vous spoile pas, mais vraiment les gars, c'est... La plus grande force de ce livre, c'est qu'il te fait douter. Ok, on est dans le monde réel, les filles, c'est juste qu'elles sont enfants et elles ont jamais en fait quitté leur imagination de l'enfance, mais à des moments, le vent il souffle d'une certaine manière, il se passe un truc et t'es en mode ah putain, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On a l'aspect manipulation de Indigo, tellement fascinant à lire puisque c'est elle qui a tout entraîné. C'est elle qui a dit à Azur, on est des sorcières. On passe des années à les voir progresser dans ce truc. Azur en fait, elle est fascinée. Je pense qu'elle aime Indigo tellement, mais à ses pieds quoi. Elle ferait tout pour elle et elle est prête à tout. Je sais même pas si elle croit vraiment en la magie ou si elle ne veut juste pas décevoir Indigo. Mon amour pour ce livre est un petit peu étrange parce qu'il n'a pas les trucs que j'aime d'habitude. Il n'y a pas vraiment de romance. Ce qui m'a fascinée, c'est en fait ouais cette relation Indigo-Azur et aussi la plume. Déjà alors la plume, oh là 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 là, la plume, la plume, la plume. L'inventivité, l'originalité et aussi tout a été relié à pas mal de mythes. Le mythe de Orphée, le mythe de machin. Sinon c'est une expérience et quand à la fin tu captes ce qui s'est passé avec Azur, ton cerveau il se rewind, you know, là. C'est un livre je pense que je recommande à tout le monde, je pense que tout le monde peut l'aimer. Il est hors du temps, il est seul dans sa catégorie. Je suis revenue ensuite dans un truc un petit peu plus terre à terre, Something Wild and Wonderful de Anita Kelly. C'était tellement bien. Je lui ai donné 4 étoiles sur 5 puisqu'il n'y a pas eu de truc qui a résonné particulièrement en moi, mais c'était la romance la plus safe, la plus réconfortante, la plus clean et la plus communicative que j'ai lue, je pense, de toute ma vie. C'est l'histoire de Alexei et de Benito qui sont tous les deux partis faire cette énorme randonnée qui fait le tour des États-Unis. Alexei, il vient d'une famille très conservatrice, très catho et surtout très homophobe, et lorsque il a fait son coming out, ses parents l'ont renié et lui ont dit qu'ils ne voulaient plus jamais le voir. De l'autre côté, Benito, c'est un mec qui a un petit peu du mal en fait à poser ses limites et a tendance à sortir qu'avec les mauvais garçons. Il a énormément souffert. Ce n'était pas du tout prévu qu'ils finissent par marcher ensemble puisque Alexei c'est un solitaire. Il aime marcher tout seul, il aime écouter les oiseaux, il est passionné par la nature. Et Benito, il parle beaucoup, il rigole bien. Et au fur et à mesure que la randonnée évolue, entre eux va naître une affection énorme, puis aussi une attirance. Tous les deux extrêmement attachants. J'ai adoré suivre vraiment leur réflexion interne, la manière aussi dont ils voyaient l'autre. Il y avait une douceur et un respect, je vous jure. Le mot jugement n'existe pas dans ce livre. Alexei, lui, il a ce trauma. C'est pas bien d'aimer les hommes puisque ses parents l'ont toujours éduqué comme ça et ça va être un gros point qui va être très difficile pour lui d'accepter. Ben, lui, il a souffert en fait pas mal de mecs qui justement n'étaient pas forcément très sûrs et ils vont tous les deux en fait travailler sur toutes leurs croyances limitantes, guérir ensemble et c'est trop beau. J'ai adoré en fait, franchement, ils étaient tellement doux, tellement beaux, tellement à l'écoute et la communication les gars. Quand je vous dis que pour chaque étape de leur vie, ils étaient en mode est-ce que c'est ok si je te pose cette question? Est-ce que t'es ok de parler de ça? Est-ce que je peux te tenir la main? Tu flirtes avec moi quand tu fais ça. Tous les matins, Ben y demandait à Alexei est-ce que tu as envie de marcher tout seul aujourd'hui? C'est totalement ok. L'attention qui a été posée sur les besoins l'un de l'autre. Et vous voyez, c'est là où le principe du performantisme que je vous dis, c'est pas du tout le bail de là. On n'était pas dans une communication qui était fake. On était dans une communication qui était cohérente avec les personnages et même si ils ont tenté vraiment d'être le plus minutieux possible et de prendre au maximum soin l'un de l'autre, il y a quand même eu des obstacles. Quand t'as des traumas, tu
peux être le plus à l'écoute possible. Quand dans ton cœur c'est bloqué quoi. Et même si la personne en face de toi c'est la best person ever, c'est un travail sur toi que tu dois faire. Et c'est ce qui s'est passé avec Alexei, qu'il associe sa sexualité à quelque chose d'horrible. C'est lui qui va devoir réussir en fait à se détacher. Et ça va prendre du temps, et ça va être compliqué, et ça va pas marcher du premier coup. Et là je dis oui, merci, tu montres que avoir un livre ou avoir une relation qui met en avant le respect, la communication, la bienveillance, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire, et ça veut surtout pas dire que les personnages, tout va bien, du insta-love, tout est parfait tout de suite. Non, en fait, non, parce que s'il y a des choses qui vont plus loin, et justement c'est ça qui est génial, c'est qu'on va au-delà de simplement la relation un peu de façade. Donc Alexei, donc du coup il a pas eu beaucoup d'expérience avec les hommes. Ben va un petit peu naturellement essayer de prendre le lead et va guider Alexei en pensant bien faire, mais Alexei va lui dire de manière très honnête, je veux pas qu'il y ait une relation prof-élève qui s'installe entre nous, ne me parle pas comme un débile, certes j'ai pas beaucoup d'expérience et je suis timide, parle-moi normalement. Et Ben il est en mode, ah oui, bah oui, enfin... Encore une fois, merci, pas d'infantilisation, merci. Parce que les moments où on était dans quelque chose qui était pas forcément très équilibré entre les deux, c'était adressé. J'ai adoré ce livre. Une des best romans, je vous le conseille. Et là, j'ai enchaîné avec le chouchou de la romance. Part of that world. Je vais le faire à chaque fois. Mais il y a tellement de choses à dire. Genre, je pourrais faire une vidéo entière sur ce livre. Mais pas parce que c'était un coup de cœur. Non, parce que ce livre est très intelligent. Et surtout dans le contexte de Abby. Je jure que je pourrais écrire une thèse en fait sur ce bail. Ce livre-là, c'est le tome 1 des compagnons, lui et Yours Truly, que j'ai lu avant. Parce que les gens disent que Yours Truly, c'est le meilleur, que la relation, elle est la plus saine. You're wrong! You are wrong! C'est ça le livre qui a tout compris, c'est ça la relation la plus saine. Celui-là comprend tellement mieux en fait ce que c'est qu'une vraie relation saine. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite l'histoire d'Alexei qui est urgentiste dans cet hôpital de renommée internationale. Une héritière puisque ses parents étaient eux aussi chirurgiens, ils lui ont transmis le truc et elle est censée transmettre elle-même à ses enfants. Enfin bon, c'est un gros big deal. Ils sont très riches, elle a une putain de maison. Et elle a un mari qui en fait est maintenant son ex et a 10 ans de plus qu'elle et que lui c'est genre le chirurgien. Elle s'est mariée avec lui plus pour faire plaisir à sa famille. Ça lui correspond pas à cette vie quoi. Surtout que son mari il est abusif psychologiquement avec elle. Ses parents n'en parlant pas, à quel point il la coince, à quel point il la menace. Et en gros de manière assez random, Alexis va tomber dans un petit village en plein milieu du désert où elle va rencontrer un mec qui s'appelle Daniel. Et Daniel, sa vie c'est de faire des sculptures en bois dans son garage, donner à manger à une biquette, d'aller s'occuper des petits vieux de son village et de tenir un Airbnb. Et en fait elle va être mais complètement subjuguée par le calme, la simplicité de la vie dans cet endroit, à quel point ils sont tous amis, toute la ville en fait c'est une grande famille, ça va devenir un petit peu son échappatoire, c'est-à-dire qu'elle va y retourner malgré elle et elle va nouer un lien très fort avec Daniel qui de base était juste pour les fesses quoi clairement, mais en fait au fur et à mesure ça va devenir beaucoup plus que ça, sauf que sa vraie vie ne coïncide absolument pas. Elle va peut-être devenir la gérante de l'hôpital, il y a son ex là qui essaye de racheter sa maison et qui campe chez elle pour qu'ils se remettent ensemble alors qu'elle lui a dit qu'elle ne voulait plus être ensemble avec lui. Il y a ses parents qui lui disent que si elle ne se remet pas avec ce mec là, ils allaient la déshériter. Wouh. Donc on est dans une mer de toxicité quoi. Elle a des copines qui sont pas des vraies copines. Et le seul moment où elle se sent en paix, où elle se sent bien, c'est avec Daniel dans cette maison qui est un peu moche mais elle s'en fout. La pression de ses parents et la pression de son mec, enfin de son ex quoi. Et c'est la pression en fait qu'elle se met à elle-même. Elle va réussir à se convaincre que ce n'est pas possible. Que Daniel, il ne fait pas part of her world. Il ne pourra jamais comprendre et qu'il ne pourra jamais être dans sa vie. Du coup elle finit par mettre un terme à leur accord de sex friend parce qu'elle a l'impression qu'elle commence à avoir des sentiments et que lui aussi. Pitch plutôt basique, j'ai envie de vous dire. Ils veulent pas de sérieux, mais au final ils tombent amoureux nana. Mais je trouvais que c'était très réel et surtout les enjeux en fait étaient vachement bien faits. Tu es tellement investi dans la vie de Alexis. Ce livre moi il m'a pas vraiment touchée par la romance, il m'a touchée par Alexis qui arrive en fait à se convaincre qu'elle n'a pas le choix alors qu'elle a le choix. Et tu veux lui hurler meuf, on s'en bat les couilles que tes parents ils te déshéritent, tu es riche, tu as une maison, tu as un travail, tu t'en fous. Ton mec, tu appelles la police, il le sort de chez toi là. Tu vis dans la peur Alexis. Si jamais tu captes que tu as tous les pouvoirs, tu deviendras tellement plus heureuse. Et je pense que la raison pour laquelle j'ai été à ce point investie et à ce point je pense en colère face à elle, c'est que je me suis un petit peu vue dans l'aspect je peux pas parce que pour moi ça marchera
pas vivre dans la peur et de se dire mais de toute façon je n'ai pas le choix alors que you got the fucking choice, ok? C'était très frustrant parce que elle était là à te dire mes parents ne m'aimeront plus donc je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que tes parents ils t'aimeront plus? Genre de toute façon c'est des piece of shit. Daniel il est incroyable, il t'aime, tu es heureuse avec lui, on s'en fout, puis tes parents ils vont peut-être faire la gueule pendant 2 semaines et après c'est bon, ils vont passer au-dessus. Mais en fait elle ne peut pas penser à ça, elle n'arrive pas en fait à passer au-dessus parce qu'elle a tellement été élevée dans ce truc de il faut que je rende fière mes parents, c'est ouf pour elle. Et surtout un point qui est génial, c'est que son frère a dit fuck you. Son frère est parti à l'autre bout de la planète avec la rockstar dont il est tombé amoureux et il a dit fuck you, je déménage, j'arrête mon travail à l'hôpital. Et du coup les parents mais sont partis en furie. Quoi, comment oses-tu faire honte à notre famille avec une meuf qui chante du rap et en plus déjà qu'ils avaient un étau autour de Alexis, le frère il est parti, ils ont redoublé d'ardeur sur elle en mode tu es la seule qui peut redorer l'image de la famille et tu me dis que tu veux déménager dans la campagne. Ça a adressé quand même pas mal de choses qui sont beaucoup plus larges que ce livre. Ça m'a fait un truc de voir cette meuf qui il ne lui suffisait que de dire fuck you mais elle n'arrivait pas à le faire. Elle a fini par le faire et son fuck you était très léger. Moi j'aurais fait mais un fuck you mais tellement plus dramatique, genre c'était beau et en même temps j'ai aimé que même si on présente Lex et les parents comme les pires démons, qui est quand même de la nuance notamment par rapport à Lex, il va finir par faire de la thérapie. Après il y a eu une petite dérive par rapport à moi je suis riche, toi t'es pauvre, du coup on peut pas être ensemble. La scène en fait où elle lui dit on peut plus se voir, lui il lui demande mais pourquoi? Tu m'aimes plus, ça fonctionne plus, t'as envie de quelqu'un d'autre? Elle lui dit mais non mais je t'adore, mais tu comprends, comme moi je suis très riche, je travaille dans un hôpital, j'ai une maison de malade et que toi tu vis dans un taudis, ce n'est pas possible entre nous. Personnellement à la place de Daniel j'aurais été hyper vexée et je comprends qu'elle utilise cet argument là puisque c'est un peu une manière de se dédouaner, de juste dire parce que je me chie dessus. Vous voyez ça m'a piqué un peu de me dire ok meuf c'est peut-être pas la meilleure excuse, surtout que c'est super vexant. Lui il lui apprend plein de trucs, genre il lui apprend à faire à manger, il lui apprend à tondre le gazon parce qu'en fait c'est une meuf qui a été assistée toute sa vie. À un moment donné il lui dit tiens pèle les patates et elle dit mais je ne sais pas peler des patates. Et là je vais te dire alors je suis certaine que demain tu donnes une patate à les princesses Cécile Bourbon là, elles savent peler une patate, enfin même si t'as des cuisinières, tu sais, tu prends l'économe, tu pèles une patate, au pire tu fais dans le mauvais sens mais bon on s'en fout. Et ça m'a dit mais MDR, tu sais pas peler une patate. Dans tout l'aspect de la ville qui va devenir le sanctuaire, la ville un peu magique, dans lequel en fait elle se sent si bien, j'ai adoré. Là-dedans l'équilibre est tellement meilleur que dans Yours Truly. Parce que dans Yours Truly il y avait un rapport de domination qui était énorme, Jacob il était là et l'autre elle était là. Là en fait ils étaient tous les deux des professionnels dans leur domaine et quand ils se retrouvaient l'un chez l'autre ils perdaient tous leurs moyens, mais au moins il y avait un rapport de quand elle est chez lui il lui apprend à tondre le gazon, c'est un mec capable tu vois, mais en même temps il y a quelqu'un qui va se fracturer la jambe devant eux, elle va sortir sa balette et elle va lui soigner la jambe et il est en mode oh waouh. Donc il y a un rapport d'admiration qui est égal, alors que dans Yours Truly le rapport n'était pas égal. En fait Daniel il pète un câble, il dit ok tu sais quoi je fais pas partie de ton monde, on va voir, et il se pointe et il s'en bat les couilles. Le mec il arrive avec ses baskets, il arrive avec sa tenue de travail et tout et il l'assume. En fait c'est un mec qui va assumer de A à Z, il a pas honte de lui, il a pas honte d'où il vient, il est là et il s'assume, il s'impose. Ouais c'est un livre qui te fait réagir, c'est un livre qui te rend mais tellement furieuse quoi, et c'est un livre en fait qui fait un peu peur parce que tu dis il y a des gens qui sont dans cette situation. Notamment il y a un personnage secondaire qui lui est victime d'abus physiques. Bah tu peux pas dans le sens être le sauveur de cette personne et la sortir de la situation parce qu'en fait elle va y retourner, il faut que ça vienne de elle. Abby a travaillé avec des gens qui étaient anciennement en fait des femmes battues, ils lui ont expliqué comment ça fonctionnait, le schéma des abus et tout, et t'arrivais pas quoi à t'en sortir. Elle a vachement aussi insisté sur le fait que être abusé mentalement ça laisse aussi des traumatismes qu'il faut pas prendre à la légère, notamment quand elle disait à ses parents mon père tu veux que je me remette avec un mec qui me parlait mal et qui me traitait comme de la merde, et lui dit mais ça on s'en fout, il t'a jamais tapé, et ben c'est bon. Bah non en fait. Donc je vais donner 4 étoiles, ça aurait pu être plus mais comme je vous ai dit il y a des petits trucs où je me suis dit ah là moi ça l'a pas trop fait. Je me suis ensuite dirigée vers One for My Enemy de Olivier Blake et ça va être très rapide puisque j'ai DNF ce livre au 50%. Le début en fait était plutôt sympa. On part dans un remake de Roméo et Juliette qui se passe à New York. En fait 2 familles russes qui vendent de la drogue et qui sont ennemies et en gros ils ont un peu de magie, ils ont un peu de pouvoir et ça commence où il y en a une famille qui a tué le fils de l'un, du coup ils veulent se venger, et au milieu de ça il y a les 2 plus jeunes de la famille qui vont tomber amoureux sans savoir que l'un c'est l'autre et que l'autre c'est l'autre. Ça part après mais en course poursuite mafia, je vais te tuer, les guns et tout, blablabla. Et franchement, je n'étais pas prête à ça. Moi, je pensais qu'on allait être vachement sur le Roméo et Juliette, la romance et tout, mais en fait, ça tourne mal très très vite.
Et j'ai trouvé que les personnages, ils se prenaient un peu trop au sérieux. Genre en fait la meuf, littéralement, elle avait 17 ans et elle est en mode tu es un férodov du clan ennemi, mais moi tu dois me craindre, ne rigole pas avec moi et tout. Et la meuf en fait j'ai trouvé qu'il y avait une ambivalence de je t'aime bien mais en même temps on sera jamais amis. Donc ouais il m'a un peu saoulée. Je suis triste parce que c'est Olivie et j'adore Olivie, mais celui-là ne m'a pas convaincue. Et aussi il y avait beaucoup de personnages parce que t'as la famille, le frère, la soeur, la tante, machin et tout. Et t'as le point de vue de tout le monde et au bout d'un moment je me suis un petit peu emmêlée. Donc ouais, petite déception pour celui-là. Voilà, tant pis Olivie. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'ai beaucoup lu en mars, j'espère que je vais pouvoir continuer à avoir ce beau rythme, mais bon je pense qu'avec la reprise du travail et tout ça va être compliqué. En tout cas je suis trop contente parce que je me suis trouvé tellement de pépites. Si jamais vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.